Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de TechPool Origin Master, #TPOM. Salut Karim, ça va ? Bonjour Jean-Louis, ça va et toi ? Ça va super. Pour le premier épisode de TechPool Origin Master, on a décidé de parler d'intelligence artificielle, d'IA. Et pour ça, on a deux invités aujourd'hui. On a Vincent Delettre, qui est CTO d'une jeune pousse française, Diplomatique, qui fait de la reconnaissance d'images, des plateformes de reconnaissance d'images. Et puis on a invité aussi David Larose, qui est DSI de la mairie de Drancy, et puis qui est présentateur sur eSport One, une chaîne de gaming. On va parler un petit peu de tout ça tout à l'heure. Alors, juste pour info, on a décidé de tourner la première émission ici à Station F, le plus grand incubateur de start-up en Europe, et on y est installé depuis décembre 2018. Voilà. Allez, c'est parti, TechPool Origin Master numéro 1. On y va. Bonjour à tous les deux. Salut, merci pour l'invitation. Salut à tous les deux. David, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, je peux me présenter. Donc, David Larose, DSI à la retraite de la ville de Drancy, maintenant donc directeur de l'aménagement numérique. Et je suis un peu aussi dans le gaming et l'e-sport, parce que je fais des émissions sur ES1 et aussi sur la web TV jeuxvideo.com. Donc voilà, c'est ma vie secrète. Enfin, pas plus très secrète parce qu'elle est publique d'ailleurs sur Twitter, mais bon, bref. Ah, c'est public, ouais. Vincent, de votre côté, chez Diplomatique, vous développez des plateformes qui apportent des solutions sur les problématiques visuelles. Tu peux rentrer dans le détail un petit peu ? Tout à fait. Moi, je n'ai pas la chance d'être à la retraite, du coup. Je suis CTO à temps plein donc, de Diplomatique, une start-up, effectivement, qui développe un logiciel de reconnaissance d'images pour les entreprises. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, puis grosse actu, cette année, le prix Turing. Eh ben, on a vu quoi ? On a vu 3 gagnants qui sont les 3 pairs des réseaux neurones, Yann Lequin, Jeff Hinton, Yoshua Bengio. David, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce prix ? En fait, ça représente, pour moi, c'est un peu le prix Nobel, quoi. C'est un peu le prix Nobel, mais aux informaticiens. Et c'est une vraie consécration, parce que pour le coup, c'est vrai que l'IA, ils ont eu un gros creux de reconnaissance entre les années 90 et 2000. Donc les mecs, ils ont tenu bon, quoi. Et c'est vraiment une belle reconnaissance enfin du métier pour ces 3-là. Parce que les mecs ont jamais lâché l'affaire. Et enfin, maintenant, ils sont à des postes assez quand même glorieux. Enfin, ils bossent chez Facebook, chez Google, à des postes énormes. Donc ouais, c'est une belle reconnaissance. Et comme quoi, il y a la hype autour de l'IA et ils ont eux enfin la hype aussi. Donc c'est vraiment un gros truc. Et en plus, il y a un Français qui est dedans, donc Cocorico, plus un autre qui a vécu en France. Donc voilà, ça nous arrange toujours quand des gens ont vécu en France, d'un coup ils sont un peu français. Un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est vraiment pas mal. Et ouais, c'est une belle reconnaissance. Et en plus, reconnaissance par des mecs qui savent de quoi ils parlent, quoi. Tu vois, c'est pas le prix Télé 7 jours, quoi. Exactement. Ok, super. Vincent, j'ai cru comprendre que les réseaux neurones, c'était ton truc. Donc, tu as basé ton doctorat sur les méthodes formelles versus les méthodes informelles, comme le deep learning. Bon, on n'est pas là pour refaire toute ta thèse, mais j'aimerais savoir comment tu as vécu ce changement de paradigme. En fait, ouais, là, j'ai pas basé ma thèse sur les méthodes, le contraire des deux, enfin l'opposition des deux. Okay. J'ai fait ma thèse avec des méthodes formelles, donc des méthodes, en gros, pour les auditeurs, des méthodes où on définit un peu à la main, c'est de l'ingénierie, où on définit comment on va extraire l'information des images pour ensuite faire du machine learning dessus. Et donc, toute ma thèse s'est appuyée sur ces techniques pendant 4 ans. Et c'est là qu'a apparu le deep learning et donc les méthodes informelles et qui permettent d'apprendre en fait de bout en bout les descriptions des images, quoi. Et justement, tu peux m'expliquer globalement en quelques mots, c'est qu'est le deep learning ? Pourquoi deep learning ? Alors, deep, il faut que je rembobine un tout petit peu avant d'expliquer pourquoi c'est deep. L'idée, c'est que par rapport aux méthodes formelles, on a un modèle d'apprentissage machine qui va apprendre comment résumer les images, les informations qui sont dans les images. Donc, il faut imaginer qu'un ordinateur, quand il voit une image, c'est comme si vous zoomiez, vous preniez Paint ou Photoshop, vous zoomiez sur une image jusqu'à avoir 10 pixels de votre image, et c'est ça que l'ordinateur voit, lui. Donc, lui, il parcourt ces images de manière très zoomée, et après, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans l'image, bon courage, quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, on ne comprend pas. Mmh. Et donc, la méthode formelle, on faisait les choses un peu à la main, et la partie, les méthodes informelles permettent d'extraire automatiquement et d'apprendre à extraire en fait l'information de ces petits bouts d'images. Et alors en fait, c'est organisé en forme de couches successivement qui vont agréger de manière de plus en plus haut niveau, et c'est comme si on dézoomait au fur et à mesure l'image et qu'on finissait par comprendre l'image dans sa globalité. Et donc c'est
plein de couches qui s'empilent, et c'est pour ça que c'est appelé des réseaux de neurones profonds, parce qu'ils ont plein de couches, et donc d'où le DIP. Je sens que tu as plein de choses à dire, Jean-Louis. Ouais, non, mais c'est assez clair. En fait, quand tu dis les méthodes formelles, quand tu expliquais les méthodes formelles, en fait, tu disais mathématiquement, je vais regarder ce pixel-là, je vais le comparer au pixel voisin, je vais regarder la différence de colorimétrie, d'intensité et tout ça. Et là, donc, tu devais effectivement faire de l'ingénierie à la main. Et là, ce que tu dis, c'est que les réseaux de neurones n'ont pas besoin d'ingénieurs. Derrière, ils apprennent à faire ça tout seuls. Et on va y revenir un petit peu tout à l'heure. Mais du coup, concrètement, comment tu as vécu ce changement ? Alors, du coup, je l'ai bien vécu. Je suis encore là, rassurez-vous. Mais effectivement, au moment de soutenir ma thèse, donc je suis resté sur les méthodes formelles et les méthodes informelles venaient d'apparaître depuis 2 ans à peu près. Et au moment de soutenir ma thèse, tous mes résultats de thèse étaient un peu obsolètes et déjà dépassés par l'état de l'art. Bon, c'est pas grave. Donc les mecs en master, c'est pas le résultat, mais oui, les mecs en master. Les mecs en master, ils te mettaient la pâtée en fait au moment où tu soutenais ta thèse. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Ok, donc dans l'émission, on a créé une rubrique qui est l'Instant Tech. C'était pour faire plaisir à notre cher Jean-Louis, parce que là, on va rentrer dans le dur du sujet. Donc, on l'a compris, les 2 processus diffèrent par leur méthode. Dans le premier processus, basiquement, on faisait une règle de maths. Et dans le second, il faut un apprentissage beaucoup plus complexe pour la machine. Jean-Louis, j'aimerais que tu m'expliques la reconnaissance d'image comme si j'étais un enfant de 8 ans. Et pas de mauvaise blague là-dessus. J'allais dire, ça ne peut pas être trop difficile, mais bon, je suis cramé. Ouais, la façon dont je vais le représenter, en fait, c'est... on va imaginer un projecteur de Batman. Batman projette une chauve-souris. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de projeter une chauve-souris sur les immeubles de la ville, ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter des lignes droites, des verticales, des obliques, des formes simples, ok ? Et on va balayer le ciel, en fait, on va balayer les images et on va chercher des correspondances. C'est parti, on commence, on balaye. Les immeubles, mon projecteur vertical, il a trouvé des correspondances. On continue, mon projecteur qui a des obliques, il va balayer, il ne trouve pas de correspondance sur un immeuble, mais il va en trouver sur un château d'eau, par exemple. Et c'est comme ça que je vais compter le nombre de correspondances pour chacun des projecteurs, verticaux, horizontaux, obliques. Je vais tout rapporter sur une petite feuille, dans un tableau, et je vais dire, tiens, pour un immeuble, je rencontre des verticales, des horizontales. Pour un château d'eau, vertical, horizontal, mais aussi des obliques. Là, j'ai fait l'apprentissage. Maintenant, quand je vais faire ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire la reconnaissance d'image en tant que telle. Donc le training est terminé, maintenant je passe à l'application dans la vie réelle. Je réutilise mon algo, donc ça veut dire que j'emporte mon petit tableau de correspondance sur le terrain. Je continue à voir ces projecteurs qui scannent le ciel, qui scannent la ville, et je vais regarder combien de fois je trouve des obliques quand je scanne une image, combien de fois je trouve des verticaux, des horizontaux. Je compte, je regarde ma feuille de correspondance et j'en déduis l'intitulé de la ligne. Est-ce que c'est un immeuble ou est-ce que c'est un château d'eau ? Là, je te l'ai fait OK un peu pour un adulte. Maintenant, je te le fais pour mon fils. Il a 3 ans. OK ? Mon fils qui a 3 ans, il a un cube où il prend des petites étoiles, des petits triangles, des petits carrés et il essaye de les mettre dans les faces. Et ben, on peut s'imaginer que c'est exactement la même chose. Ces formes élémentaires, il faut les faire correspondre et c'est là qu'on détecte si un objet, il est X de catégorie X ou de catégorie Y. C'est quand même un enfant un peu précoce, mais... C'est un enfant un peu précoce. J'ai compris l'idée. Est-ce que ça vous va comme explication, monsieur ? Ouais, ça correspond. Les projecteurs, c'est le zoom dont je parlais tout à l'heure, en fait. C'est le concept-là. Et tu parlais du coup de classes d'objets. Au final, on peut en ajouter à l'infini. On sera limité par la couche hardware. Et du coup, Vincent, comment tu réponds à cette problématique de scalabilité ? Alors déjà, c'est rare les cas d'usage qui ont besoin d'un nombre infini de choses à reconnaître. En général, nous, dans les cas auxquels on est exposé, c'est plutôt 10, 20, 100 maximum concepts précis. On a des cas où on monte jusqu'à 500, mais qui sont les cas les plus difficiles auxquels on est exposé. Et après, tu peux découper ton cas d'usage en plusieurs sous-catégories. Par exemple, si je prends l'exemple de reconnaître automatiquement les plateaux repas, donc le contenu des plateaux repas, tu peux essayer de dire, je vais d'abord reconnaître le plat principal, les desserts, les entrées. Et une fois que je sais que c'est une entrée, par exemple, je vais m'intéresser à quel type d'entrée c'est exactement, ce qui te permet de découper l'ensemble des possibles en finalement des sous-parties, et tu simplifies ton problème comme ça, tu le découpes. C'est beaucoup plus simple et ça rentre dans la mémoire de la carte graphique. D'accord. Des GPU, quoi. Des GPU. David, heureusement toi, qu'ils sont là. Hein. Heureusement qu'ils sont là, les GPU.
Toi, David, tu connais bien les GPU et que tu es un gros consommateur, non seulement à titre perso pour Le gaming. N'ayons pas peur des mots pour jouer. Jouer, mais aussi pour faire de l'IA, puisque tu t'amuses à faire des petits modèles qu'on voit sur Internet. Qu'est-ce que tu penses, toi, des contraintes matérielles de la mise en place de ce type de matériel, que ce soit en data center ou à des titres plus POC façon maison? En fait, moi, j'ai le bon rôle, en fait, parce que moi, je vois pas ces contraintes-là. Parce que moi, je suis client, en fait, si tu veux. Donc, moi, quand je vais sur une plateforme pour faire du deep learning, j'ai pas à me soucier de me dire, il va me falloir tant de GPU, tant de serveurs. Et c'est ça la beauté du truc, en fait. C'est pour ça que j'ai des cernes. Ah, voilà, exactement. Tu vois, il y en a un qui a des cernes et l'autre qui a des pecs, en fait. Et c'est ça la différence. Il y en a un qui peut faire du sport et pas l'autre. Mais ce que je veux dire par là, si tu veux, c'est que c'est grâce à des gens comme lui où moi, du coup, je peux arriver sur un site web, pousser mes photos, dire voilà, je veux détecter ce genre de truc, et hop, j'ai la réponse, quoi. J'ai une API qui me permet de scripter ça en Python. Tu vois, mes bots sur Twitter, c'est 60 lignes de Python, tu vois, c'est pas 6000. Donc c'est ridicule. Et un mec comme moi qui fait du Python, enfin, tu vois, c'est quand même pas rien. Enfin bref. Et c'est ça qui est la beauté pour moi de l'IA, c'est que t'as pas besoin d'être un expert pour l'utiliser et en tirer toute la quintessence et tout le bénéfice, en fait. Parce qu'il y a plein d'outils maintenant qui sont disponibles justement pour. C'est clair. Ouais. Enfin, on serait il y a 10 ans, jamais je pourrais faire de l'IA, en fait, tu vois. Et en fait, c'est là que les cloud providers te permettent en fait de faire ces abstractions-là. Même si Vincent, tu souffres encore un peu parce que l'implémentation, elle n'est pas toujours aussi simple dans le logiciel en tant que tel, parce qu'il faut distribuer les charges. Mais c'est là que le cloud provider te permet de simplifier cette mise en place. Sinon, ce serait vraiment un enfer. Il y a aussi d'autres éléments à considérer. Je pense la réglementation, etc. Quand tu implémentes ces plateformes-là. La RGPD, ce genre de choses, et encore une fois, on peut pas tout faire dans son local non plus. Je pense que tu dis je clique sur un site web, faut peut-être savoir quand même où est le site web. Je pense que tu mets pas tout en Chine ou tu mets pas tout aux États-Unis quand tu fais la reconnaissance faciale, par exemple. En fait, c'est pour ça que je m'y suis mis que récemment, c'est parce que j'attendais justement que les solutions arrivent en France et soient hostées en France. Tout simplement, c'est-à-dire que si je prends Azure, Custom Vision, je l'utilisais pas parce que c'était qu'aux US, par exemple, tu vois. Et c'est pour ça que Dipo, moi, m'intéresse parce que c'est en France et c'est hébergé en France. Et en plus, en tant que collectivité locale, tu te doutes bien qu'on est quand même assez concerné par les problèmes de vie privée et de gestion de nos données, sachant qu'il y a quelqu'un qui a inventé toutes les données d'une ville étaient trésor national, voilà, et ne pouvaient pas quitter les frontières. C'est tellement beau, parce qu'on écrit nous les fonctionnaires, tu vois que c'est du trésor. Enfin bref. Et du coup, je te coupe, ouais. Tu peux développer les différences entre la France, tu dis c'est très important d'être hébergé en France, comparativement à Azure ou d'autres, enfin voilà. C'est quoi les vraies différences pour toi? Les vraies différences, ça s'appelle le ministère de l'Intérieur en ce qui me concerne. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur, si tu dis, je veux prendre une image de vidéoprotection, faire du deep learning dessus pour détecter X ou Y, il va dire, OK, mais il faut pas que ça quitte le territoire. Et à la limite, ils en sont même à dire, il faut pas que ça quitte la ville. Là, du coup, il y a une grande discussion depuis quelques temps où je leur explique que je peux pas avoir des centaines de GPU à la ville de Drancy parce que ça coûte un peu un bras et qu'à un moment donné, on va pas réinventer la roue non plus. C'est-à-dire que j'ai pas des doctorants chez moi en deep learning pour leur dire je peux le faire. Donc, il y a un gros boulot d'éducation, enfin de ma part en tout cas, vers le ministère de l'Intérieur pour leur expliquer que la technologie ça existe, que le cloud ça existe. Il y en a beaucoup qui le savent même pas et je rigole pas, et que le deep learning est là pour nous faire avancer dans le bon sens, quoi. Et tous ces concepts-là, c'est très, très compliqué. Et il y a des gros acteurs comme Amazon ou Microsoft qui sont littéralement épuisés de faire ce travail d'éducation auprès des ministères parce que les mecs veulent rien entendre. Il faut débloquer un budget lobby à David, je pense. Ouais, je pense. Il a l'air d'avoir des soucis. Bon, ok les gars, la théorie c'est cool. Maintenant, moi j'ai besoin d'un peu de pratique. Dans cette rubrique, on va voir concrètement comment on applique ces méthodes en entreprise, en collectivité, etc. David, tu peux nous donner des cas d'usage que toi qui es dans le privé et le public? Ouais. Oui, en fait, alors du côté public, il y a deux petits sujets qui sont assez importants quand même et qui coûtent de l'argent. Le premier sujet sur lequel je travaille, c'est le dépôt d'ordures sauvages. Tous les gens, vous voyez dans les rues des fois, qui posent leur canapé, leur matelas, leur pot de peinture. Ça, c'est quelque chose qui coûte énormément d'argent aux collectivités. C'est pas qu'un problème de ma ville, c'est un problème vraiment global, mondial même. Et donc, je travaille très activement là-dessus. Il y a beaucoup de villes qui commencent à t'intéresser. Donc, je vais essayer de lever des fonds auprès de la région. Alors, pas pour créer une start-up, je ne vais pas te concurrencer. Justement, pour vous en donner, pour faire bosser les start-up françaises, pour mettre en place ça au niveau industriel. Donc, ça, c'est une première chose. Et il y a aussi un autre exemple un peu plus exotique qui concerne la ville de Nancy, parce que j'ai un pote qui est préfet à la ville à Nancy. Et lui, en fait, il cherche les loups. Parce qu'il y a un loup en fait qui est solitaire. Et un loup solitaire en fait ne chasse pas le gibier de forêt, mais chasse les moutons parce que c'est beaucoup plus facile. Et il m'a expliqué qu'en 2 ans, le loup a coûté 2 millions d'euros.
à la collectivité. 2 millions pour un lot, tu vois. Et donc, oui, il m'a dit, écoute, d'ailleurs, je vais le voir bientôt pour lui expliquer si le deep learning, à un moment donné, peut pas faire de détecter des loups s'il y a des caméras ou quoi, parce que c'est un vrai sujet, si tu veux. Ce qui veut dire que même entre une ville, vraiment, Seine-Saint-Denis et Nancy, on a tous des problématiques, en fait, qui peuvent être adressées par le deep learning. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est universel, en fait. Et après, en termes, dans la partie, donc, gaming, ce que tu peux entendre par privé, il y a 2 exemples aussi assez flagrants que moi je vois venir. C'est la partie e-sportive où les teams e-sport qui ont maintenant des dizaines de millions d'euros de budget ont besoin de deep learning pour analyser le comportement de l'équipe qu'ils vont affronter. Parce que maintenant, quand tu fais le TI sur Dota 2, c'est 24 millions de dollars que tu gagnes. Hein, tu vois, c'est pas 300 euros. Donc tu te doutes bien qu'ils ont les budgets et ça commence à venir où tu as des startups aussi qui se créent pour analyser les parties des autres et pour pouvoir reproduire des modèles sur lesquels tu vas pouvoir toi t'entraîner. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qu'on voit venir, c'est dans le MMO. J'ai eu la chance d'interviewer Monsieur Yoshida, qui est donc un des créateurs de Final Fantasy XIV. Et je lui posais des questions sur l'IA. Et là, ils ont sorti un système, en fait, où tu peux faire une instance, un donjon tout seul, aidé par 4 IA. Ça, c'est absolument, c'est complètement nouveau. Et donc, moi, je lui posais la question, je disais, mais est-ce que vous voulez justement que votre IA, après, tu fasses du réapprentissage, ce qu'on fait en deep learning, c'est pour l'améliorer? Il m'a fait, non, pas du tout. Je veux pas du tout que mon IA soit ultra performante parce que sinon, les humains vont vouloir jouer qu'avec des IA et puis avec des humains. Et lui, son point de vue, ça m'a scotché. Il m'a dit, moi, ce que je veux, c'est limite que l'IA fasse des erreurs humaines. Tu vois, ou alors qu'elle ait un peu d'empathie, quoi. Alors après, pour que l'IA soit aussi intelligent qu'un homme, il y a quand même encore un peu de chemin. Alors, on parle pas d'intelligence avec une IA. Hein. C'est bête. Là, on parle pas d'intelligence du tout. Hein. On reste, c'est un concept que le grand public prend, mais une IA n'est pas intelligente du tout. Hein. Okay. Tu vois, et c'est ça en fait qui était intéressant, c'est que lui disait, je veux que mon IA des NPC, des personnages non joueurs, en fait, finalement, reproduisent des erreurs humaines et de l'empathie pour le joueur, limite l'encourage si ça fait 20 fois que tu veux descendre un boss. Et voilà, et c'est pas du tout dans l'esprit de l'IA qu'on a nous, c'est justement la performance, l'amélioration, reconnaître quelque chose à 99,999%. Donc c'est comme quoi, tu vois, t'as vraiment son tout et son opposé en même temps, et je trouve que c'est la beauté en fait du deep learning, quoi. On en parlait avec Vincent et toi en antenne. C'est vrai que le plaisir dans un jeu peut être aussi, quand tu joues avec des partenaires, d'avoir du plaisir en aidant un partenaire en difficulté. Donc une IA, effectivement, enlèverait ce type de plaisir. Toi, Vincent, de ton côté, chez Diplomatique, tu as des solutions qui permettent de faciliter la mise en place de ces solutions auprès de tes clients. Est-ce que tu peux détailler un petit peu comment ça marche et les use cases que tu vois chez tes clients ? Ouais, c'est plus pragmatique, moi. Mais c'est vrai que si je reprends l'exemple du loup, par exemple, ce qui est fou et frappant chez nous, c'est qu'on ne peut pas deviner, en fait, les cas d'usage métiers qui viennent des gens qui nous contactent. Et à chaque fois, on est surpris parce qu'on fait « Waouh, vous faites ça comme ça, et vous avez besoin de ça comme ça. Waouh, trop bien !» Et on peut aider. Mais c'est tellement vaste ce que peut faire l'IA qu'on a besoin que les gens viennent toquer à notre porte pour nous dire j'ai besoin de ça, quoi. Quel est le plus gros client que vous avez ou le cas d'usage qui vous a le plus marqué dans vos clients ? Il y en a plein. Ça peut aller de... Alors, faut que je me remémore un peu ce que j'ai le droit de dire ou pas. Mais je parlais de la reconnaissance du contenu de plateau repas tout à l'heure. C'est pour pouvoir en fait ne jamais attendre au fil d'attente des restaurants et aller manger directement pour pas que ça refroidisse. Ça, c'en est un. Et en fait, c'est notre plus gros client historique parce que c'était le premier. Mais après, on a des cas d'usage, par exemple, dans le retraitement des déchets, un peu, pour reprendre l'exemple des poubelles que tu citais. Le but, c'est vraiment de s'assurer que pour une ligne de traitement de déchets qui est censée contenir que des bouteilles en plastique, on n'a pas d'objets en carton, en bois ou quoi qui vont venir perturber le traitement. Et donc, s'assurer que tout se passe bien. Sinon, on a besoin d'arrêter l'usine, en fait. D'autres cas d'usage, ça peut être vérifier la taille d'un impact sur un pare-brise. Ce qui va permettre de savoir si on peut ou pas dépêcher un expert en réparation de pare-brise chez le client final. Ça lui évite de se déplacer en garage, donc lui, il est content, le client. Et si on n'est pas capable de faire ça bien, en fait, on peut dépêcher un expert parfois pour rien, parce que l'impact est trop gros et qu'il faut aller en garage pour changer le pare-brise. Et donc, en fait, c'est plein de process visuels comme ça. La vision artificielle, c'est vraiment chouette parce que ça permet de comprendre le monde, surtout le monde mal organisé, où c'est le bazar et tout. Et c'est là où on peut aider à comprendre automatiquement ce bazar, et l'organiser un peu, et mettre des règles métiers ensuite derrière pour décider si on intervient ou pas, si on doit éjecter cet objet de la chaîne de traitement ou pas, etc. Donc on le voit, ça peut, au final, ça peut s'appliquer à un nombre infini de cas. Est-ce qu'on peut parler d'infinité ? On peut parler d'infinité. Bon, après, il y a quand même quelques limites à tout ce qu'on dit. Moi, il y
il y a des vraies questions que je me pose. Les méthodes dont on parle, comme on a dit, c'est pas des méthodes formelles mathématiques, donc ça reste entre guillemets des boîtes noires, c'est ce qu'on entend beaucoup dans les médias. Et il y a une des limites qu'on peut imaginer, c'est les biais de la société qui ressortent. Donc, si je refais l'histoire, quand Internet est arrivé, les gens ils ont dit attention, il y a des pédophiles partout, il y a de la corruption, du banditisme sur Internet. Mais en fait, ça fait juste ressortir des choses qui étaient déjà sous-jacentes dans la société, à plus grande échelle. L'IA risque de faire la même chose. Si par exemple, je fais de la reconnaissance d'image et que je me base sur un jeu de données pour reconnaître les différents métiers, pour qualifier une personne par rapport à son métier, je vais voir une femme en blouse blanche, on va la qualifier comme infirmière, puis je vais voir un homme en blouse blanche, puis on va dire que c'est un docteur. Parce que c'est des biais de la société qui sont déjà existants. Et donc, il y a des vrais sujets à traiter. Oui, ça peut s'appliquer à l'ensemble de la société. Il faut juste qu'on fasse extrêmement attention à ce qu'on fait avec ces outils-là. Comme ce ne sont pas des méthodes formelles et qu'on ne maîtrise pas le contenu de l'algorithme en tant que tel, les données sont d'autant plus importantes et il faut maîtriser les données en entrée et lever ces biais-là. Okay ? Et un exemple que je prends, qui va nous impacter tous, c'est les diagnostics médicaux. Les diagnostics médicaux ne peuvent pas être généralisés parce que les pathologies qu'on va retrouver, par exemple, en Asie, sont pas les mêmes, ou en Afrique, ne sont pas les mêmes qu'on va retrouver, par exemple, chez les Caucasiens, ou qu'on va retrouver encore chez les Américains, parce qu'on n'a pas la même corpulence, on n'a pas la même façon de manger, on n'a pas les organes ne sont pas tous exactement de la même manière. Donc, il y a beaucoup de sujets qui vont se poser là-dessus, beaucoup plus que ce qu'on ne pense, et c'est généralisable, la méthode est généralisable, mais les implémentations locales sont à considérer aussi. Vincent, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Ouais, non, c'est clair, ce que dit Jean-Louis, c'est sûr. Et à mon avis, c'est dur, en fait, de se débarrasser de ces billets. C'est un vrai sujet de recherche actuel. Ça implique d'avoir que les gens qui implémentent ces méthodes soient au courant de la potentialité de ces billets et fassent attention. Vous avez mis en place des choses, vous avez une équité entre guillemets entre développeurs, développeuses, vous avez déjà commencé à traiter ces sujets-là, ça peut passer par là. Tout à fait, en tout cas on a mis déjà en place, on a la chance d'avoir 50% de femmes et d'hommes dans notre équipe, donc ça c'est chouette. C'est rare dans une boîte tech, ouais. Et on fait attention à ça, et on a fait attention à ça depuis le début. Dans nos cas d'usage, c'est un peu différent, les problématiques, on en prenne toujours sur les données du client pour des cas en fait en tout cas, on n'a pas vu encore des cas un peu limites comme ça, par exemple de recrutement automatique qui aurait des billets sur qui ont choisi de recruter en fonction de son CV directement ou de sa couleur de peau, par exemple. Et c'est arrivé parce que je ne sais plus quelle boîte a fait ça et il y a eu ces dérives-là. Je pense que il faut être conscient de ces problématiques et mettre en place une équipe qui est le garde-fou, quelque part une équipe presque éthique qui serait le garde-fou de ce genre de dérive, quoi. Donc ça fait partie des sujets. Tu dis éthique, ça c'est des choses à prendre en considération. Aussi dans l'éducation, la mise en place de comités a fait partie des gros sujets, des 3 gros sujets du plan IA Villani. Donc il y a le sujet recherche et talent, que tu connais bien parce que tu étais dans ce monde-là. Il y a le sujet DGE, entreprise, transformation de l'État. Donc ça c'est un sujet que toi, David, de ton côté, tu vas plus être là-dessus. Puis le 3e axe, c'était effectivement la question des comités. Toi, David, qui est dans les collectivités, c'est quoi pour toi la place du citoyen et comment est-ce qu'on va gérer cet aspect éthique à travers l'éducation, à travers les choix qu'on va faire dans les algorithmes et ce genre de choses? Comment est-ce que tu penses qu'on va éduquer le citoyen de demain pour appréhender ces nouvelles méthodologies? En fait, si tu veux éduquer un citoyen, je pense qu'il faut commencer par les enfants. C'est la meilleure méthode. Enfin, clairement, on voit pour tout ce qui est recyclage, tout ce qui est initiation à l'écologie, en fait, on s'attaque à ça dans les écoles parce que les enfants sont les meilleurs ambassadeurs et ils sont beaucoup plus, si tu veux, perméables à tout ça et beaucoup plus curieux, tu vois, qu'un adulte. Et si j'applique ça un peu à une mairie, si tu veux, je dirais qu'il faut éduquer les politiciens d'abord, en fait. Parce que c'est le politicien qui fait un programme, il est élu sur un programme. Si par chance, il applique son programme, si tu veux, faut pas qu'il se trompe de base, quoi. Et si tu veux, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand tu as un politicien qui sait tout sur rien sur tout, comme un DSI en fait, tu sais, c'est à peu près la même chose. Nous, on parle moins bien qu'eux, voilà, c'est la seule différence. À un moment donné, il faut lui expliquer au politicien ou à la politicienne qu'il y a des outils qui existent, par exemple pour les dépôts d'ordures sauvages, tu vois, j'en reviens à ça, je vais pouvoir lui dire, voilà, on a des caméras en place, on peut utiliser ça pour ça. Et là, il va se dire, ok, j'ai des usages qui peuvent se développer. Et une fois que tu as aiguisé sa curiosité, tu vois, au maire, au député ou à qui tu veux. Là, ça va commencer à tourner et va pouvoir appliquer ça, lui, en termes de potentiellement gains électoraux, parce qu'un politicien n'est là que pour être élu. S'il vous dit que c'est par passion et pas
il ment. De toute façon, c'est un politicien, donc si tu veux, c'est un peu synonyme, mais bref. Ce que je veux dire, Le podcast dérive. non, mais Là, on enfin, s'écarte, si tu veux, un peu. non, mais ce que je veux dire, c'est par là, si tu veux, c'est que les enfants, première chose, éduquer les enfants justement à ça, tu vois, à l'IA, comment est-ce qu'on crée une IA, c'est comme le codage, tu vois, ils commencent avec Minecraft à coder et je trouve ça génial. Et de l'autre côté, éduquer les politiciens pour leur dire ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, parce que la dérive que tu évoquais avec les CV, ça peut arriver dans une collectivité aussi, tu vois, où le mec, il reçoit 3000 CV par jour, il veut un truc qui traite automatiquement. Et c'est ça. Et il faut vraiment faire ça, quoi. Et une fois que le politicien sera éduqué, et ben, en fait, voilà, ça va descendre et après, il pourra ne pas raconter n'importe quoi comme on l'entend souvent, en fait. Ok, on a bien compris donc l'importance de l'éducation et de mettre en place une vraie politique. Ah, clairement. Ok, très bien. Bon, allez, on passe à la question débat sans fin. Alors, dans l'émission, on a notre question débat sans fin. Alors, vous inquiétez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous voyez, quand je le fais, en plus, on dirait un peu Edouard Baird, tu vois. Alors, vous aurez 30 secondes chacun. 30 secondes, je sais que ça va être dur pour vous. Pour répondre à la problématique suivante, on va commencer par Vincent. T'es prêt? Très honoré. Open source ou propriétaire? Open source. En tant que développeur, t'as toujours envie de faire un logiciel open source, de contribuer à la communauté, d'autres gens utilisent ton soft. Après, nous, on est une boîte et c'est vrai que du coup, pour l'instant, notre software est pas forcément open source. Je pense que c'est clair que tu peux créer de la valeur avec, de toute façon. Et puis, ça fait avancer le schmilblick, quoi, pour tout le monde. Et c'est hyper important, en fait. Et, donc, nous, on remercie vraiment tous les logiciels open source qu'on utilise au jour le jour pour faire Diplomatique. Parfait. 30 secondes pile poil. David? Écoute, moi, c'est open source et je dirais que d'un point de vue coût, de toute façon, en tant que collectivité, ça revient même parce qu'en fait, ce que tu payes pas en licence, tu payes en prestation, en service. Et moi, clairement, je préfère donner de l'argent à des prestataires français, des boîtes de services françaises, plutôt que de claquer tout en licence Oracle et que ça parte aux US. Et comme tu disais, c'est vrai que la communauté maintenant est très, très présente et tu n'as plus besoin d'aller chercher des solutions propriétaires pour faire quoi que ce soit, quoi. Donc, moi, c'est open source à 200%. Merci à tous les deux. Et vous aussi, sur les réseaux sociaux, open source ou propriétaire, il suffit de répondre avec le hashtag TPOM. En tout cas, ça amène pas mal de futurs sujets pour nos prochaines émissions. Pour conclure, on l'a vu en discutant, il y a une pluralité dans les problématiques liées à l'intelligence artificielle et surtout celle de l'être humain. Parce que les biais de la société vont être exacerbés avec l'intelligence artificielle. Et on aura, du coup, quand je dis c'est l'être humain, devra combattre ses démons et ses peurs. Voilà, c'est beau. C'est pas mal. Hein. Et tu l'as travaillé, non? Un petit peu, j'avoue. Et on l'a vu avec tes exemples, enfin avec vos exemples, sur l'explicabilité des algorithmes, sur les biais des données entrantes, l'équité dans les entreprises au niveau des développeurs et des développeuses. Pour finir, je dirais que l'IA, au final, c'est un miroir de la société, mais encore plus transparent. Et donc, l'enjeu n'est plus seulement technique, il est sociétal, philosophique et éthique. C'est beau, hein? C'est sûr. C'est vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Non, t'as tout dit. C'était très beau. Ça me va, alors super. Merci à nos deux invités. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était très agréable de vous recevoir, d'avoir fait la première émission avec vous sur TechPool Origin Master, donc hashtag TPOM. À très bientôt pour un nouvel épisode de TechPool Origin Master. Salut, à plus. Salut. Salut.